Bonjour, mesdames et messieurs, bon réveil et bienvenue dans ce 6h30. 53 États et gouvernements membres ou observateurs de la francophonie prennent part au 8e jeu de la francophonie qui se déroule en ce moment en Côte d'Ivoire à Abidjan depuis le 21 juillet dernier. Après 10 jours de compétition, de fête et de solidarité entre les peuples francophones, le rideau retombera ce dimanche sur cet événement haut en couleur. Les 8e Jeux de la francophonie s'achèveront donc ce soir lors d'une cérémonie de clôture retransmise en direct sur nos antennes. Mais avant, vous pourrez suivre la finale du match de football opposant la Côte d'Ivoire au Maroc. Le tournoi de lutte, lui, a pris fin hier samedi. Le Sénégal en est le grand vainqueur. Les lutteurs du pays de la Teranga repartent avec 8 médailles d'or contre une seule pour la Côte d'Ivoire. Et puis autre chose, à présent, le président de la République, Alassane Ouattara, est attendu ce dimanche en Sierra Leone. Quels sont les enjeux de cette visite? Élément de réponse avec notre reporter Jérôme Kofi Abolin. Le président Alassane Ouattara attendu ce dimanche 30 juillet 2017 à Freetown, la capitale sierra-léonaise. Il s'agit d'une visite officielle de 48 heures du président ivoirien en Sierra Leone. C'est sans nul doute une occasion pour les deux pays d'évoquer le renforcement de leurs relations déjà existantes. Comme la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone fait partie de l'Union du fleuve Mano créée en 1973 et de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO depuis 1975, date de sa création. Au regard de l'appartenance de leurs pays respectifs à ces deux zones d'intégration, il est certain que des sujets politico-économiques soient les points essentiels d'échange prévus entre le président ivoirien Alassane Ouattara et son homologue sierra-léonais Ernest Bai Koroma. Ici en Côte d'Ivoire, selon les Nations Unies, plus de 2 500 000 personnes par an sont victimes de traites humains sous diverses formes dans le monde. Une situation inquiétante qui n'épargne pas la Côte d'Ivoire et d'autres pays tels que le Togo, le Bénin, le Nigeria et bien d'autres. Pour lutter contre ce fléau, la Côte d'Ivoire s'est engagée depuis 2011 dans un processus de criminalisation de tous les actes de traite des êtres humains. On écoute Maria Tokone au nom du gouvernement. La Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays du monde entier, célèbre ce dimanche 30 juillet 2017 la 4e édition de la Journée mondiale de lutte contre la traite des êtres humains. La commémoration de cette journée instituée par la résolution 68/192 de l'Assemblée générale des Nations unies du 18 décembre 2013 vise à faire connaître la situation des victimes de la traite des personnes, à promouvoir et à protéger leurs droits. L'ONUDC, à travers son dernier rapport publié en décembre 2016, met en évidence l'ampleur de ce phénomène qui implique à ce jour 152 pays d'origine, 124 pays de destination. Plus de 2 500 000 personnes par an en sont victimes sous diverses formes. Prostitution, esclavage, travail forcé, prélèvement d'organes, mendicité forcée, servitude domestique. Le même rapport mentionne que les femmes et les enfants représentent 71% des victimes de la traite dans le monde. En outre, sur 33% des victimes qui sont des enfants, les filles représentent les 2/3. La Côte d'Ivoire, comme d'autres pays de la sous-région ouest-africaine, notamment le Ghana, le Togo, le Bénin, le Nigeria, le Cameroun, est sous la menace de ce phénomène caractérisé par un schéma de traite transfrontalière circulaire en tant que pays d'origine, de transit et de destination. En guise de réponse à ce fléau grandissant, notre pays s'est engagé résolument depuis 2011 dans un processus de criminalisation de tous les actes de traite des êtres humains, tels que recommandés en 2010 par l'Assemblée générale des Nations unies, à travers le plan d'action mondial pour la lutte contre la traite des personnes. L'élaboration d'une stratégie nationale assortie d'un plan d'action 2016-2020, l'adoption de la loi numéro 2016/1111 du 8 décembre 2016 et la création d'un comité national multisectoriel de lutte contre la traite des personnes, présidé par M. le Premier ministre lui-même, en constituent des actes majeurs.
La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité exhorte par ailleurs tous les acteurs nationaux et internationaux à la mobilisation générale afin que cesse cet esclavage des temps modernes dans les plantations, les exploitations minières clandestines, les domiciles, les établissements de nuit ou d'autres lieux où les droits humains, surtout ceux des femmes et des enfants, sont bafoués. Propos recueillis par Astou Touré, la ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité. Mariatou Koné s'est ensuite rendue dans les locaux de la sous-direction de lutte contre la traite des personnes. C'était vendredi au plateau à la préfecture de police où 6 jeunes femmes âgées de 24 à 38 ans, victimes de traite d'êtres humains, ont été conduites. On reste avec Astou Touré. Mariatou Koné, ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité dans les locaux de la sous-direction de la lutte contre la traite des personnes. Cette visite pour apporter soutien et réconfort à 6 jeunes femmes d'origine chinoise victimes de traite. Elles ont été séquestrées et violées pendant plus de 3 mois. Nous avons été interpellés par la police qui a intercepté 6 jeunes filles victimes de traite de personnes, d'exploitation sexuelle. Parmi elles, il y en a une qui a réussi à s'enfuir, qui est venue donc à la police. Et grâce à elle et à de bonnes volontés, les autres jeunes filles ont été retrouvées. Et voilà. Je suis donc venue voir ces jeunes filles. Ce sont des jeunes filles d'origine chinoise pour leur apporter quand même une compassion parce qu'elles sont vraiment traumatisées, elles sont en pleurs. Leur seule volonté, c'est rentrer chez elles. Mais leur passeport est confisqué. Donc la police est en train de faire mains et pieds pour éclaircir cette affaire. La ministre de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité a par ailleurs fait savoir que le trafic d'êtres humains est interdit en Côte d'Ivoire. Nous avons une loi. La loi indique que les trafiquants doivent être emprisonnés. Donc je pense que nous sommes en collaboration aussi avec le ministère de la Justice. Et la justice fera son travail. Ces 6 jeunes femmes seront protégées par la police et hébergées par le ministère de la Femme, de la Protection de l'Enfant et de la Solidarité, le temps de poursuivre les enquêtes. À Boisseau, la transformation des matières premières agricoles a occupé une place de choix aux journées de l'administration agricole délocalisée JAAD 2017. 2 entités, 2 unités de référence pour servir d'exemple ont été visitées. C'est ce que nous dit Noël Nieyo. Aller à la transformation des matières premières, un enjeu majeur du gouvernement. Pour apporter une réponse pragmatique, 2 exemples ont meublé les journées de l'administration agricole délocalisée à Boisseau. Sangafoua Koulibaly et ses collaborateurs se sont donné le temps et les moyens pour visiter 2 entités, écouter les initiateurs, échanger avec eux, juger sur pièce leur savoir et leur savoir-faire, pour mieux apprécier leur contribution à l'industrialisation des filières afin que cela fasse tache d'huile. 2 approches originales pour une finalité, participer avec leur génie à la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Quelles sont les spécificités de SCC? L'actionnariat, on l'a dit, est en grande partie porté par des planteurs de la région. SCC n'a pas de plantation industrielle, c'est vraiment sa spécificité. Et achète toute sa matière avec les planteurs de la région. La quantité produite d'huile en Côte d'Ivoire ne suffit pas pour les usines de deuxième transformation. Pour certaines périodes creuses, on est obligé d'importer de l'huile. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, c'est un gage de qualité. Quand vous produisez votre propre huile, vous produisez la qualité qu'il faut pour faciliter le reste de la création de valeur. Donc, la deuxième transformation. Troisième élément, quand vous faites la production vous-même, si vous maîtrisez bien votre processus de production, vous réduisez les coûts considérablement. Parce qu'il n'y a pas la marge de celui qui ferait la première transformation pour votre compte. Fait significatif à souligner, la donne environnementale est prise en compte et mise en œuvre. Dans un premier temps, vous verrez un premier bassin, c'est le bassin de refroidissement. Sa fonction, c'est refroidir les fluents. Parce que le fluent, il va sortir ici à 60 degrés. Et pour que des bactéries, pour la deuxième phase, il faut refroidir d'abord le fluent. Quand on refroidit les fluents, on va dans le deuxième bassin.
Et dans le deuxième bassin, nous faisons une culture de bactéries qui vont consommer la partie grasse. Ils vont décomposer la matière grasse. Quand ils ont fini de faire la décomposition, on va dans un troisième bassin maintenant où on les laisse sans matière grasse. Donc c'est biologique, ils finissent par mourir. Et après ça, on prend naturellement, on prend l'eau, on fait l'irrigation des plantations. Sur le tableau de la création d'emplois, le résultat donne 312 emplois, dont 78% de femmes à Sud Como et Caoutchouc et 34 Africa Palm Industries avec une moyenne d'âge de plus 36 ans. Encore un mot sur les Jeux de la francophonie. Le ministre chargé de l'organisation des 8e Jeux de la francophonie a convié tous les organes de presse nationale et internationale qui ont couvert les Jeux à un déjeuner de ce samedi 29 juillet donc au Palais de la Culture. À travers cette initiative, Robert Begré-Mombé voulait exprimer sa gratitude à l'égard des journalistes pour la bonne couverture des 8e Jeux de la francophonie à Abidjan 2017. Au cours de ce déjeuner, le ministre Begré-Mombé avait à ses côtés les ministres des Sports et des Loisirs François Amicha, ainsi que celui de la communication, de la poste et de l'économie numérique, et aussi le directeur général du CNJF, Seriba Lawal. Herman Niamien. Ils assurent depuis le début une bonne couverture des 8e Jeux de la francophonie qui se tiennent ici à Abidjan. Satisfaits du travail qu'ils abattent au quotidien pour informer le monde entier de ce qui se passe en terre ivoirienne, le ministre chargé des 8e Jeux de la francophonie, Robert Begré-Mombé, convie l'ensemble des organes de presse nationale et internationale à un déjeuner. Objectif, leur exprimer de vive voix sa gratitude. Je suis venu à ce pupitre pour une seule chose, reconnaître la qualité du travail des journalistes avant ce 8e jeu, pendant ce 8e jeu et la qualité du travail qui sera fait après ce 8e jeu. Parce que ce pays vous aime profondément et au-delà de ce repas que nous allons partager ensemble, nous voulons que vous et nous puissions partager une seule chose, la fraternité entre tous les hommes. 900 journalistes, dont 300 de la presse étrangère et 600 de la presse nationale, participent à ces 8e Jeux de la francophonie, contre 700 attendus selon le directeur général du comité national des Jeux de la francophonie. Tout le monde le voit, la mobilisation a été au rendez-vous. La mobilisation à tous les niveaux, au niveau national, a été au rendez-vous. Mais je dois vous dire aussi, au niveau international, l'ensemble du dispositif qu'on a prévu a fonctionné. Pour le ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la Poste, cet engouement de la presse a permis de rehausser l'image de la Côte d'Ivoire. Vous avez été formidable parce que partout dans le monde, ces jeux sont regardés aujourd'hui et nous avons des appréciations qui sont très positives de partout. Ces jeux sont vus, ils sont vus dans de bonnes conditions, la qualité des images est parfaite au niveau international et nous n'avons que des félicitations. Félicitations que je voudrais à présent vous retourner à vous journalistes qui avez fait ce travail-là. Leur mérite reconnu, les journalistes ne pouvaient que se réjouir de cette reconnaissance. Je pense que le ministre s'est rendu compte qu'il n'y a pas de grands événements sans médias. Aujourd'hui, on s'attendait à 700 journalistes. Il y a eu 900 journalistes accrédités. C'est déjà la preuve du succès de ces Jeux de la francophonie ici en Côte d'Ivoire. Et ce midi, on nous reçoit à déjeuner par 3 ministres de la République. J'avoue que ça fait plaisir. Je voudrais surtout me souvenir qu'à quelques jours des 8e Jeux de la francophonie, le gouverneur, le ministre en charge des Jeux de la francophonie, a convié la presse à une sorte de mobilisation, la presse et les organisations de journalistes à une mobilisation autour de cet événement. Aujourd'hui, pratiquement au terme de cet événement, nous recevons en guise de reconnaissance pour témoigner, en tout cas pour reconnaître l'action que nous avons posée, pour reconnaître le travail qui a été abattu. C'est vraiment un plaisir pour nous et c'est tout à l'honneur donc de tous ceux qui ont participé à cette organisation. Les 8e Jeux de la francophonie s'achèvent ce dimanche 30 juillet et les journalistes entendent jouer pleinement leur partition afin de terminer cette fête en beauté.
Reportage signé Herman Niamia. L'actualité internationale en bref. Après une campagne tendue, un peu plus de 6 millions de Sénégalais sont appelés aux urnes ce dimanche 30 juillet. Les électeurs sénégalais auront à départager un nombre record de listes pour ces élections législatives. 47 contre 24 en 2012. Face au camp du chef de l'État Macky Sall qui espère conforter sa majorité, l'opposition avance divisée avec comme tête de liste principale Abdoulaye Wade et le maire de Dakar, Khalifa Sall. L'épilogue d'une campagne marquée par des tensions et de gros problèmes d'organisation. Deuxième et dernier jour des élections législatives ce dimanche au Congo-Brazzaville, toujours boycotté par une partie de l'opposition. Après l'écrasante victoire du parti au pouvoir, le PCT et de ses alliés au premier tour, 72 sièges sur 151, seuls 47 circonscriptions sont toujours en jeu, avec tout de même à la clé le poste de chef de l'opposition qui devrait revenir à la formation d'opposition qui obtiendra le plus grand nombre de sièges. En RDC, une évasion spectaculaire a eu lieu dans la prison centrale de Bukavu, dans l'est du pays. Une grenade lancée par l'escorte d'un officier a explosé à l'entrée du bâtiment. Bilan, une personne est décédée, une dizaine d'autres sont blessés et des prisonniers ont profité de l'occasion pour s'échapper. Cette évasion est la 5e en l'espace de 3 mois en République démocratique du Congo. En mai dernier, un commando avait pris d'assaut la prison de Makala, permettant l'évasion de près de 5000 personnes. À Sydney, les agences de lutte antiterroriste ont déjoué un projet d'attentat à la bombe dans un avion. Une première dans ce pays, jusqu'ici relativement épargné par le terrorisme, bien qu'il fasse partie de la coalition internationale contre l'organisation État islamique. Et puis, pour terminer, sachez qu'un fort typhon frappe Taïwan depuis hier samedi. Au moins 80 personnes ont été blessées. La capitale Taipei est paralysée. Des centaines de milliers de foyers sont privés d'électricité. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours sur la chaîne qui rassemble.